Bien le bonjour. Concevoir une nouvelle physique est une tâche ardue, et si les plus grands physiciens s'y sont attelés au début du XXe siècle, c'est que quelque chose clochait vraiment dans les théories de l'époque. Ce que je vous propose ici est un petit retour en arrière. Depuis les travaux de Newton, publiés dans les Principia Mathematica à la fin du XVIIe siècle, et d'autres grands noms de la mécanique, l'étude du mouvement de n'importe quel corps, que ce soit la chute d'une pomme aux révolutions des astres, en passant par les calculs de trajectoire pour faire allunir des hommes sur la Lune, peut être soumis à n'importe quel calcul. Il suffit alors de connaître la masse, la position, la quantité de mouvement, ou connaître tout simplement les forces exercées sur un objet pour déterminer à chaque instant t l'évolution du système. On le verra, c'est ce déterminisme qui ne sera plus possible en mécanique quantique. La fin du XIXe siècle voit aussi l'avènement d'une autre mécanique, dite ondulatoire. Cette mécanique s'intéresse à tout système qui est caractérisé par une fréquence et une longueur d'onde, comme les vagues à la surface de l'eau, le son dans l'air, ou même la propagation de la lumière qui, depuis les travaux de Young et de Maxwell, fait consensus pour être décrite de manière ondulatoire et non plus de manière corpusculaire. À cela, on peut aussi rajouter la thermodynamique, initiée par Sadi Carnot. C'est une physique qui s'intéresse aux échanges thermiques et aux transformations de l'énergie entre ces différentes formes. Elle a contribué entre autres à la révolution industrielle. Cette physique a ensuite été largement étoffée par Ludwig Boltzmann pour donner ce qu'on appelle la physique statistique. Bref, à la fin du XIXe siècle, les théories physiques semblent toutes être connues. Il ne resterait plus qu'à raffiner les quelques dernières décimales pour être parfaitement complète. À ceci près, deux, trois phénomènes qui résistent encore et toujours aux physiciens. D'après Lord Kelvin lui-même, la connaissance en physique est semblable à un grand ciel bleu, à l'horizon duquel subsistent seulement deux petits nuages. Alors, quels sont ces deux petits nuages qui obscurcissent le ciel merveilleux de la physique? Tout d'abord, il y a l'effet photoélectrique, phénomène qui est largement utilisé dans les panneaux solaires que l'on connaît tous. On a montré à la fin du XIXe siècle qu'il était possible de produire un courant électrique simplement en soumettant certains matériaux à de la lumière. Il fut alors normal de penser que l'énergie cinétique des électrons que l'on arrache aux matériaux devait dépendre de l'intensité lumineuse. Mais non, on a montré que si l'intensité lumineuse augmente bien le nombre d'électrons arrachés aux matériaux, elle n'augmente nullement leur vitesse. Expérimentalement, c'est la fréquence de l'onde lumineuse qui détermine l'énergie cinétique des électrons. Cela revient à dire que pour la lumière, c'est la fréquence qui transporte l'énergie et non l'amplitude du signal lumineux. Mais il y a pire. Même avec la plus forte intensité lumineuse qui soit, il existe une fréquence seuil sous laquelle aucun électron ne peut être arraché. Et ça, à l'époque, c'était en totale contradiction avec la nature ondulatoire de la lumière, qui faisait alors consensus, après l'avoir finalement emporté sur la vision corpusculaire de la lumière. Un autre gros point noir de la physique classique est ce que l'on appelle le rayonnement de corps noir. Tout objet porté à une certaine température émet de la lumière sous forme d'un spectre étalé sur une large gamme de longueurs d'onde. À température ambiante, les objets rayonnent dans l'infrarouge. Mais il suffit alors de regarder les étoiles ou votre appareil à raclette pour comprendre qu'à plus haute température, même les objets du quotidien peuvent aussi rayonner dans le spectre visible. Un corps noir est donc un corps solide parfait qui émet des longueurs d'onde électromagnétiques dans un domaine caractéristique de sa température. Expérimentalement, si l'on trace la puissance, c'est-à-dire que l'on trace pour chaque longueur d'onde l'intensité lumineuse d'un objet porté à une certaine température, on obtient alors une distribution caractéristique qui ressemble à ceci. Cette courbe ne dépend pas de la nature de l'objet, mais uniquement de sa température. Bon, jusque-là tout va bien. Le problème sur lequel les physiciens s'arrachaient les cheveux, pour ceux qui en avaient encore, était de faire coller une courbe théorique sur cette courbe expérimentale. En 1900, William Rayleigh et James Jeans parviennent à bien expliquer les émissions allant de l'infrarouge jusqu'au vert, mais leurs équations divergeaient inévitablement vers les courtes longueurs d'onde. D'après leur modèle, n'importe quel objet devait émettre une énergie infinie dans les courtes longueurs d'onde. C'est ce qu'on appelait alors à l'époque la catastrophe ultraviolette. Pour coller aux observations, il fallait donc trouver une loi physique qui permette à la courbe théorique de chuter aux faibles longueurs d'onde, c'est-à-dire à haute fréquence. Il existait encore d'autres phénomènes qui résistaient aux physiciens de l'époque. On peut notamment s'interroger sur comment s'organisent réellement les électrons autour du noyau atomique, comment ces électrons peuvent-ils conserver une orbite stable dans un modèle planétaire,
le modèle que l'on connaît tous, mais qui est malheureusement faux. Et on peut aussi s'interroger sur pourquoi ces atomes émettent de la lumière de manière discontinue, sous forme de raies, d'absorption et d'émission. Nous verrons que la réponse apportée par Max Planck pour résoudre le problème de corps noir sera ensuite reprise par Einstein pour expliquer l'effet photoélectrique, et mènera à ce que l'on appelle la première révolution quantique, celle qui permettra aux physiciens de vraiment comprendre ce qui se passe à l'échelle de l'atome. C'est à cette révolution que je vous invite à assister dans la prochaine vidéo.